Alors, on va commencer par notre premier conférencier d'honneur que vous avez tous bien envie d'entendre, Monsieur Jonathan Julien, membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Monsieur Julien est détenteur d'une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique. Il a travaillé dans diverses grandes institutions, dont Ernst & Young, au vérificateur général du Québec, à la SSQ, groupe financier, maintenant Beneva, et chez Desjardins, avant de joindre, de manière prémonitoire de toute évidence, la Société québécoise des infrastructures, où il a œuvré comme secrétaire général et responsable des projets majeurs. Pendant qu'il était à la SQI, il a comblé une tâche extrêmement importante aussi. Il était entraîneur du club de soccer des Rivières pour les U4 à U8. Peut-être une affaire de famille, j'ai l'impression. Ensuite, M. Julien décide de changer de sport pour faire le saut en politique et devient conseiller municipal du district Neuchâtel-Le Bourgneuf et vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec, où il est responsable des infrastructures, de l'ingénierie, des budgets, des finances et des travaux publics de 2013 à 2018. Il a été par la suite président du Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines. M. Jonathan Julien est, depuis le 20 octobre 2022, ministre responsable des infrastructures et ministre responsable de la capitale nationale. Monsieur Julien, la parole est à vous. Merci. Bonjour tout le monde. C'est un réel plaisir pour moi de prendre part à cet événement, un événement important, un événement qui me tient à cœur. J'ai eu l'occasion tantôt dans le corridor de discuter avec certains des principaux acteurs qui ont organisé cette rencontre-là, une rencontre importante. M. Gauthier, M. Paquin, qu'on a eu des bonnes discussions dans le corridor. On voit que vous êtes des passionnés et vous l'êtes à raison. Je tiens à saluer Caroline Bourgeois, une ancienne collègue. Puis maintenant, on travaille étroitement, Caroline et moi, avec l'équipe de la SQI. Là, on a des rencontres quasi hebdomadaires pour faire face aux défis qui sont devant nous. Et c'est un grand plaisir de vous voir tous et toutes ici aujourd'hui. C'est un sommet important. On voit qu'il y a de l'effervescence. M. Gauthier me disait que c'est complet à Québec, complet à Montréal, liste d'attente. Donc, ça veut dire qu'on est pertinent et que les gens ont de l'intérêt pour ce qui va être discuté ici. C'est une occasion toute spéciale pour permettre aux donneurs d'ouvrages publics, aux acteurs importants de l'industrie de se rassembler dans un objectif commun. Tantôt, il y avait 4 mots. Moi, j'en retiens surtout 2. Collaboration, productivité, parce que les deux vont de pair pour moi. Une bonne collaboration va amener plus de productivité avec tous les éléments qu'on doit y mettre en place. Je veux remercier les organisateurs pour l'invitation et pour permettre cette opportunité. C'est une opportunité d'échange entre nous, l'industrie de la construction, les acteurs clés, pour qu'on puisse ensemble adopter de nouvelles pratiques collaboratives, les nouvelles technologies, les nouveaux modes de réalisation collaboratifs. Je reviens toujours sur ce terme-là. Pour moi, c'est la clé du succès pour faire face aux défis qui sont devant nous. L'industrie doit évoluer, le gouvernement doit évoluer. On doit s'adapter, on doit modifier nos façons de faire pour répondre aux besoins d'un secteur d'activité, vous en conviendrez avec moi, qui est en pleine effervescence. En ce sens, je salue les donneurs d'ouvrages publics qui sont ici avec nous aujourd'hui. Oui, on a parlé de la Société québécoise des infrastructures, le ministère des Transports, la Société d'habitation du Québec, Hydro-Québec, la Ville de Québec, la Ville de Montréal, des grands donneurs d'ouvrages, en réalité, qui font face aux mêmes défis par rapport à la gestion des infrastructures, qui sont rassemblés avec vous, gens du secteur, gens de l'industrie, pour justement voir comment on peut adopter ensemble des meilleures pratiques, des pratiques qui vont nous permettre de réaliser des infrastructures publiques à moindre coût, avec plus d'efficience. C'est ce qu'on cherche à faire ensemble. On se souviendra que notre gouvernement a divulgué en mars 2021 le plan d'action pour le secteur de la construction pour la période 2021-2023. Ce plan, qui comporte 5 axes d'intervention, touche notamment la mise en œuvre du Plan québécois des infrastructures, le fameux PQI, et propose justement des avenues en regard de la croissance des entreprises, l'augmentation de la productivité grâce justement à un élément primordial, l'implantation du BIM, ainsi que la disponibilité, l'autre enjeu qu'on convient tous ensemble, l'enjeu de disponibilité de la main-d'œuvre.
La semaine dernière, d'ailleurs, le premier ministre annonçait avec mon collègue Jean Boulet, justement, cette offensive de formation qui vise à réduire le déficit de main-d'œuvre qu'on observe, là, avec une volonté claire de former rapidement entre 4 et 5 000 personnes additionnelles pour occuper des métiers en forte demande sur les chantiers de construction. Il y a 40 mesures qui ont été mises en place de l'avant par le plan d'action pour le secteur de la construction. Celui-ci visait notamment la réduction de la rareté de main-d'œuvre, ce qu'on vient faire ici, et augmenter la capacité de l'industrie à réaliser des projets qui sont prévus au PQI, que je rappellerai, qui est rendu à 150 milliards de dollars pour les 10 prochaines années. Il était à 92 milliards il y a 5 ans. Donc, oui, il y a une augmentation majeure. Oui, il y a des besoins qui augmentent. Oui, le privé, Hydro-Québec, les municipalités augmentent également. Donc, on voit qu'il y a une pression à la hausse sur les investissements en infrastructure à besoin, ce qui fait en sorte que cette effervescence-là amène des enjeux conjoncturels qu'on vit tous et que vous vivez certainement. La poursuite des efforts pour la transformation numérique de l'industrie, notamment grâce aux contributions importantes de ses principaux acteurs, donneurs d'ouvrage, a permis, entre autres, de réaliser d'importantes avancées au niveau de l'adhésion des solutions numériques. L'adhésion, ça c'est un terme important, mais encore là, on adhère quand on collabore. C'est la principale raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui rassemblés. L'implantation de solutions numériques dans le domaine de la construction, comme la modélisation des données des infrastructures, le BIM. Pour ce faire, le gouvernement s'est doté dès 2021 d'une feuille de route gouvernementale. Je vois que c'est un des thèmes qui va être abordé de manière principale aujourd'hui. Cette feuille de route-là, pour la mise en œuvre du BIM. Cette dernière a pour objectif de donner une cadence d'implantation du BIM de manière plus accélérée et d'annoncer les cibles et les initiatives qui se fixent et qu'on se fixe ensemble comme donneurs d'ouvrage public pour assurer le déploiement progressif dans les projets d'infrastructure. Moi, j'ai eu l'occasion de participer activement en 2013 et 2015 comme responsable de la construction de l'amphithéâtre. Aujourd'hui, on en parle pour des mauvais motifs, mais à l'époque, je me souviens, on travaillait, il y avait la SQI autour de la table, il y avait un gérant de projet, et on parlait du BIM, là, puis on l'implantait, puis moi, je m'interrogeais, je me disais, qu'est-ce que ça donne? Mais ça donne des résultats surprenants. Ça permet, en fin de compte, d'éviter certains écueils a posteriori ou en cours de projet. Et on voit aujourd'hui, 10 ans plus tard, que, clairement, c'était quelque chose qu'on devait mettre en place ensemble pour améliorer justement cette efficience-là. La transformation numérique est l'une des réponses du gouvernement à la pénurie de main-d'œuvre et pour l'accroissement de la productivité. Le BIM représente le principal vecteur pour la transformation numérique de l'industrie de la construction. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement, les donneurs d'ouvrages publics impliqués dans la feuille de route, ont cette volonté ferme, et j'espère partagée, d'implanter le BIM et les approches collaboratives dans tous les projets d'infrastructure publique. Au nombre des avantages de l'adoption du BIM, on compte notamment, puis vous le savez autant que moi, l'augmentation de la productivité et de l'agilité, notamment pour l'amélioration du travail en collaboration, la réduction des demandes de changement, la réduction des reprises de chantier, et c'est ce qu'on observe quand on reprend les projets qui l'utilisent de manière assez claire. Une meilleure planification en amont, garbage in, garbage out. Si on est mieux planifié, si on est plus près quand on démarre la réalisation, bien, ça favorise, en fin de compte, des chantiers qui sont plus sur les budgets, sur le calendrier. Une meilleure partage des données, ce qui diminue aussi les délais grâce à une communication améliorée dans cette collaboration entre les différents acteurs qui cheminent à travers un chantier, et aussi un contrôle renforcé des coûts, une planification, une estimation qui sont souvent plus justes. Cette transformation des pratiques est possible grâce, là j'ai l'impression de me répéter, grâce à la collaboration, à la contribution importante de vous tous, les acteurs de l'industrie, les donneurs d'ouvrages publics, que ce soit par votre participation au groupe de travail mis en place par les donneurs d'ouvrages publics ou à l'expertise que vous apportez à la réalisation de 140 projets publics intégrant actuellement le BIM. Pour être performant, pour rester compétitif à l'international, pour être attractif, c'est des défis importants, on doit s'adapter. On doit s'adapter comme industrie. C'est de cette manière que notre expertise continue d'être reconnue. Notre gouvernement s'assure également de soutenir ceux et celles parmi vous qui n'avaient pas encore fait le saut, en offrant
des diagnostics numériques. L'accompagnement pour vous permettre d'entamer, justement, ceux qui ne l'ont pas fait, cette transition de vos entreprises vers le BIM. Et je le sais que c'est un défi qu'on doit relever ensemble et l'accompagnement doit être en place pour vous permettre, justement, dans votre quotidien qui est effervescent, les enjeux de main-d'œuvre, la gestion de tout ce que vous avez à gérer. Il ne faut pas en rajouter sur la pile en disant, bien, voici, on vous met un fardeau supplémentaire et bonne chance. On doit vous accompagner et je compte bien sur mes collègues pour le faire de manière très dynamique. Je compléterai, il me reste encore quelques pages, mais je compléterai en disant qu'on a lancé des chantiers quand même depuis mon arrivée au gouvernement. 3 chantiers d'optimisation. Alors, le premier ministre m'a nommé responsable des infrastructures. Ça n'existait pas avant, puis ça me demande parce que j'aime ça. Puis je pense qu'il y avait un besoin pour ça. On a lancé 3 grands chantiers. Parce que oui, il y a des enjeux conjoncturels qu'on connaît, là, la pénurie de main-d'œuvre, les enjeux d'approvisionnement, les enjeux structurels. Mais au-delà de ça, on s'est dit, comme gouvernement, qu'est-ce qu'on peut faire, bien qu'on n'ait pas tous les leviers, pour améliorer cette situation-là et pour être plus efficient. Moi, j'ai dit à mon boss, j'ai dit, écoute, moi, j'aimerais ça faire plus vite, moins cher, en maintenant la qualité et en assurant le maintien des actifs. Puis c'est ça que je lui ai dit. J'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ça comme gouvernement? Puisque quand même, le PQI représente 33% des investissements en infrastructure, toutes formes au Québec. Donc, le tiers des investissements en infrastructure au Québec vient du gouvernement provincial, le tiers vient du privé, puis l'autre tiers vient, en fin de compte, Hydro-Québec, municipalité. Donc, c'est à peu près ça, le portrait. Donc, on a un rôle à jouer, certainement, sur une partie importante des investissements. On a lancé 3 chantiers, justement, pour faire en sorte que ce tiers-là, on puisse le gérer de manière plus efficiente. Le premier, c'est l'amélioration au démarrage des projets. Je le réitère, on fait de la politique. Des fois, on a des idées, puis on lance des projets qui sont peut-être pas super bien attachés. Puis, a posteriori, on s'interroge pourquoi ça prend 10-15 ans à réaliser. Mais c'est-à-dire que juste la phase pré-réalisation, où les besoins, les programmes fonctionnels et techniques sont décantés, bien, il y a up and down, puis on tergiverse. On pense qu'on doit viser à mieux planifier, mieux prioriser, justement en travaillant sur des intrants plus complets, des meilleures qualités dès le départ. Donc, c'est un défi. C'est un défi qu'on travaille, Caroline et moi, avec toute l'équipe. On veut avoir des équipes multidisciplinaires aussi qui sont impliquées en amont, le plus tôt possible. On observe, en fin de compte, qu'on se donne une chape de plomb, puis là, on embarque les gens avec nous autres, puis dit, voici ce qu'on a, et on est déjà hyper contraints. Puis là, l'idéation ou la valeur ajoutée des parties prenantes, il est trop tard pour le faire. Le plus tôt qu'on est capable de rentrer en mode collaboratif, le mieux c'est, justement, pour avoir des projets qui vont faire du sens, qui vont être plus efficients, moins dispendieux, livrés plus rapidement. On veut aussi favoriser des bâtiments multi-usages. Quand j'étais à la Ville de Québec, on a fait, avec la SHQ à l'époque, un centre communautaire avec du logement social. Ça ne s'était jamais vu. Ça a pris 6 mois juste pour régler, en fin de compte, la formule condo puis les avocasseries. C'est ça qui a été le plus long. Mais quand on a réussi à conjuguer un multi-usage qui fait du sens, un logement social et centre communautaire, il me semble que ça va bien ensemble. Une salle mécanique, une salle électrique, des économies, en fin de compte, de partage. Bon, on a observé, en fin de compte, que dans les 2 cas de figure, à la fois pour la SHQ et pour la Ville, une réduction de 15 à 20 des coûts. Donc, on doit déjà se désiloter, c'est un terme qui n'existe pas, mais que j'utilise volontairement, pour que les secteurs, quand ils interviennent dans des infrastructures, qu'on soit capable de mettre en commun ces besoins-là pour dire, est-ce qu'on peut faire du multi-usage? Est-ce qu'on peut bénéficier, en fin de compte, de cette collaboration-là? Donc, premier chantier qu'on a lancé, avec des résultats assez probants, c'est, au démarrage, soyons plus prêts, soyons plus matures. Deuxième chantier, qui est probablement celui qui va donner le plus de résultats en termes de réduction des coûts et de réduction, en réalité, des délais, c'est des modes de réalisation plus flexibles. Mais vous le savez, là, c'est la contrainte majeure. On vise à ouvrir le marché. On veut augmenter l'offre en misant notamment sur des projets qui se réalisent en mode collaboratif avec une place, justement, durant le projet à la créativité, à l'innovation. Je le réitère, une chape de plomb, on fournit ça. Il ne faut pas s'entendre qu'on additionne des contingences, puis il n'y a plus de créativité. Comment qu'on peut, en amont, le plus tôt possible, rentrer en mode collaboratif? On doit revoir, et Caroline et moi, on travaille activement là-dessus, un cadre de gestion contractuelle simplifié, plus attractif,
entre autres pour les petits joueurs. Moi, quand j'ai rencontré plus de 100 entreprises, groupes au cours de la dernière année. On n'est pas sexy au gouvernement. Il y a du monde qui ne veut pas faire affaire avec nous autres. Paye pas assez vite, trop compliqué, trop lourd. On se le fait dire. Il faut se rendre sexy. Il faut améliorer ces éléments-là. On ne sera jamais comme le privé. On a une obligation de transparence plus forte. On a une démonstration toujours à faire de l'intégrité de nos processus. Mais j'aimerais ça qu'on soit la fonction publique la plus efficiente quand on va se comparer avec l'Ontario, l'Australie, les autres, puis on voit qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire beaucoup mieux, et on y travaille avec le plan d'action qui va être déposé incessamment. On pense que ça prend un allègement des fardeaux administratifs pour justement garder les suivis, les contrôles à valeur ajoutée uniquement. Il faut voir c'est quoi notre risque, puis arrêter de faire des contrôles a priori qui encadrent trop nos risques, et dire hey, comment on peut contrôler ces risques-là au prix d'un effort raisonnable. L'intégrité et la transparence, c'est une obligation, ça, mais on peut faire autrement. Ça existe aussi des contrôles a posteriori. Ça existe aussi des mécanismes qui sont plus légers, qui permettent d'atteindre les mêmes cibles. Actuellement, on donne, en fin de compte, la même mesure pour tous les organismes publics, mais quand le ministère des Transports et le ministère de la SQI, la SQI, c'est les deux plus gros donneurs d'ouvrages. En dollars, c'est le ministère des Transports. En nombre de contrats, c'est la SQI. Il y a des professionnels aguerris. Peut-être que la recette pour ces grands ministères-là ou la SQI n'est pas la même que pour le centre de services scolaires qui construit une demi-école aux 10 ans. Peut-être qu'on doit justement faire en sorte que les mécanismes soient adaptés aussi à la structure qu'on a devant nous. Alors, un cadre réglementaire plus flexible, axé sur les résultats, on travaille là-dessus. On doit permettre aussi une saine collaboration pour baisser les irritants. Le troisième chantier qu'on a lancé, c'est celui, je dirais, d'avoir une performance accrue en gestion de projet. On va miser justement sur une coordination par portefeuille de projets pour voir une vision plus globale. Si on veut faire du multi-usage, il faut savoir qu'est-ce qu'on a devant nous. Là, c'est sectoriel, éducation, santé, transport et les autres. Comment qu'on peut voir le portefeuille de projet, même pour le régionaliser. Parce qu'on voit que d'une région à une autre, les enjeux de main-d'œuvre, les enjeux de capacité ne sont pas les mêmes. Donc, si l'éducation, la santé et le transport arrivent avec 3 grands projets en même temps dans une région où il n'y a pas de capacité, bien, on court à notre perte. On n'a pas cette vision-là. Maintenant, on se l'est doté et on voit ces potentiels-là justement pour aguimer les travaux des grands donneurs d'ouvrages pour s'assurer de plus d'efficience et de plus grande concurrence. Alors, c'est sur quoi on travaille et les résultats sont probants. On ne réussira pas à aller chercher tout ce qu'on veut aller chercher. Mais tout ce qu'on va gagner, ça va être une amélioration d'efficience, une réduction des coûts, puis des échéanciers plus courts. Je terminerai pour vrai. Peu importe ce qu'on va faire, ce que j'observe, c'est que derrière tous ces grands projets d'infrastructure-là, le principal vecteur qui fait qu'on réussit, c'est l'humain. Souvent, on me dit que pour des mêmes projets, puis là, je prends la SQI en exemple, quand je faisais ma tournée, certains me disaient, tu sais, Jonathan, là, quand je tombe sur tel chargé de projet, là, ça va bien. Quand je tombe sur tel chargé de projet, puis il ne me nommait pas le deuxième, là. Il me disait Madame X ou Monsieur X, ça va mal. Parce qu'en réalité, des projets d'infrastructure majeurs, peu importe le cadre réglementaire qu'on veut améliorer, peu importe les modes de collaboration qu'on va se donner, c'est des humains qui travaillent à un objectif commun. Vous avez toutes les compétences dans vos équipes. Vous êtes les gens qui connaissez ce secteur-là. Nous, on va lever des barrières pour justement favoriser des modes collaboratifs en amont, le plus tôt possible, pour faire en sorte que le cadre réglementaire soit le moins restrictif possible en maintenant les contrôles qu'on doit mettre en place comme organisation publique. Mais à la fin, les humains qui sont assis autour de la table, en mode collaboratif, en gestion de projet, c'est eux qui font la différence. C'est eux qui font en sorte qu'on a des succès devant nous. Et je suis certain à voir tous les gens qui sont ici aujourd'hui, par votre présence, puis il va y avoir 400 personnes à Montréal, par cette effervescence-là et cette volonté qu'on a en commun, oui, avec le BIM, oui, avec l'innovation, oui, avec la productivité, mais oui, comme humains, dans des projets communs. Et au Québec, je suis certain que personne ne veut pas avoir des infrastructures de qualité pour la suite des choses. C'est un héritage, ça nous représente, c'est notre ADN. Les humains ensemble, en mode collaboratif, on va faire mieux.
Et soyez assurés que vous aurez toujours mon support pour le faire, parce que j'aime ça, puis je pense que c'est important. Hey, bonne journée tout le monde. Alors, merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci de nous donner une vision très inspirante pour en arriver à déciloter le gouvernement de plus en plus. Je pense qu'il y a là un grand défi. Je m'engage à appeler à l'Académie française à l'OQLF pour ajouter ce mot-là. Je pense qu'il y a du potentiel réel. Vous nous avez proposé une vision réelle et inspirante qui nous conforte dans la volonté politique réelle du gouvernement du Québec de faire croître l'industrie de la construction par une plus grande collaboration. Et je lisais en sous-titre également pour une plus grande confiance envers vos partenaires du secteur privé. Et je pense que c'est certainement très bien reçu par les gens qui sont dans la salle. Ça prend des patrons politiques qui proposent des visions. Ça prend des patrons administratifs qui les appliquent et qui travaillent dans le quotidien avec vous. J'inviterai Caroline Bourgeois et M. Frédéric Pellerin à monter sur scène. Je vais vous présenter à tour de rôle. Je vous invite à garder vos applaudissements à la fin des deux bios. Et ensuite, Mme Bourgeois et M. Pellerin pourront prendre la parole. Alors, je vous présente rapidement Mme Caroline Bourgeois, membre de l'Ordre des architectes et détentrice d'une maîtrise en gestion de projet. Mme Bourgeois travaille au sein de la SQI depuis plus de 20 ans. Elle y a occupé de nombreuses fonctions, entre autres à titre de directrice de projet, de directrice de l'expertise et du développement, ainsi que de directrice générale de la gestion de projet pour l'Est. De 2016 à 2022, elle a assuré le rôle de vice-présidente à la gestion de projet pour l'Est du Québec. Le 4 avril 2022, la même année que le ministre Julien, elle est nommée présidente directrice générale de la société. Avant d'amorcer sa carrière à la SQI, Mme Bourgeois a travaillé dans le secteur privé, notamment comme associée dans un bureau d'architectes. M. Pellerin a passé aussi pas mal toute sa vie au ministère des Transports. Il est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, détenteur d'une maîtrise interuniversitaire en sciences de la Terre et a suivi un programme de formation à la gestion publique à l'ENAP, l'École nationale d'administration publique. Alors, il a occupé 12 postes que je ne nommerai pas tous, mais il a été chargé de beaucoup de projets. Service géotechnique et géologie, documents contractuels, direction générale de la capitale nationale de 2006 à 2010, chef du service des acquisitions par la suite, du service de la gestion contractuelle, directeur de projet par la suite, directeur général de la région de Chaudière-Appalaches, directeur général des grands projets routiers de la région métropolitaine de Québec de 2018 à 2022. Depuis juin 2022, année faste en nomination, ma foi, il est sous-ministre adjoint à l'ingénierie et au transport au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Je vous invite à les applaudir chaleureusement. Madame Bourgeois, la parole est à vous. Il nous reste combien de minutes, M. Dion? Le ministre a le droit. Le ministre a le droit. Donc, bonjour à tous. Je suis aussi ravie d'être parmi vous, cet événement Sommet BIM. Je suis ravie aussi d'avoir entendu notre ministre responsable des infrastructures, qui est aussi ministre responsable de la Société québécoise des infrastructures. Il l'a dit, ancien collègue également. Donc, il a mis la table aussi, puis vous avez compris qu'il affectionne particulièrement le secteur des infrastructures, peut-être en raison de son passage à la SQI il y a quelques années, mais on en bénéficie, je vous le jure, je vous le promets, on en bénéficie énormément. D'abord parce que il accorde un soutien indéfectible aux occupations de la SQI dans le secteur des infrastructures, mais aux préoccupations aussi, surtout lorsqu'il est question de viser à être plus efficient. Et là, à ce moment-là, c'est plus du soutien, c'est une obligation. C'est la première chose que notre ministre Julien nous a demandé à sa nomination. Il l'a dit, je le confirme. Comment, Caroline, on peut faire des projets de façon encore plus efficiente? Comment on peut réaliser? Puis là, évidemment, on sortait de la pandémie.
période très difficile, hein, sur la main-d'œuvre, sur les coûts de projet, sur les délais. Non pas qu'on avait perdu le contrôle, mais disons que ça allait pas trop bien dans nos projets d'infrastructure, puis on en avait beaucoup. Puis le gouvernement n'avait pas l'intention de lever le pied non plus. Les besoins sont là. Dans les besoins d'infrastructures publiques étaient là. On voyait ce qui se passait, notamment avec les aînés en pandémie, le besoin d'hébergement, les besoins d'école, etc. Donc, j'ai la chance, nous avons la chance à la SQI de faire reconnaître par notre ministre notre expertise et aussi de faire reconnaître la valeur de nos propositions. Parce qu'évidemment, quand il m'a dit « on a besoin d'être plus efficient », mettez-vous à l'ouvrage, trouvez des idées, trouvez des propositions. Il a donné quelques éléments de réponse avec les 3 chantiers. Mais une chose qui converge dans nos réflexions, puis je pense que ça converge aussi avec les vôtres, c'est que pour gagner en efficience, là, on arrive à peu près tous au même constat. Il faut que les intérêts et les compétences et les approches, d'une part des donneurs d'ouvrages publics, d'autre part des entreprises de l'industrie de la construction, se conjuguent. Il faut absolument qu'on mette en commun ce qu'on a dans le ventre, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, ce qu'on connaît, notre expertise, nos méthodes, pour arriver à gagner en efficience, puis arriver au meilleur succès collectif possible. Et évidemment, la transformation numérique, c'est le chaînon majeur aussi de cette collaboration. Je ne l'avais pas dit encore, mais collaboration, c'est aussi le sujet le sujet de convergence de nos activités, de nos préoccupations. Donc, cette transformation numérique de l'industrie, d'ailleurs, c'est valable pour toutes les industries, l'obligation de se transformer numériquement. Mais dans le cas de la construction, c'est peut-être un peu plus lent, on s'habitue, on gagne en maturité, puis aussi les technologies s'améliorent. On l'a constaté au fil des dernières années. Donc, je félicite aussi la présence aujourd'hui parce que ça veut dire que tout le monde converge aussi vers ce même intérêt. Il y a des bénéfices pour tout le monde, il y a des bénéfices pour tous, notamment et particulièrement parce qu'on est dans des projets publics. On le mentionnait un petit peu tout à l'heure, c'est que le gain qu'on va faire, on le fait pour nous, on le fait pour notre société. Si on construit des infrastructures publiques à meilleur coût, dans les meilleurs délais, avec la convergence des intérêts et des expertises, bien, on va tous y gagner personnellement. C'est très symbolique. On a des gens qu'on engage chez nous, ils trouvent ça extrêmement concret, le fait de travailler, par exemple, sur une infrastructure scolaire ou de travailler sur une infrastructure de la santé, notamment les maisons des aînés dans un des programmes qui est très actif chez nous, parce que ça nous touche, ça touche nos familles, ça touche nos gens, toute notre société, au fond. Alors, je suis ici donc pour mon organisation, bien sûr, la SQI, que la majorité d'entre vous connaît. La SQI, mission à 2 volets, gestion immobilière, donc exploitation, développement et entretien d'un parc immobilier. On a plus de 3 millions de mètres carrés en propriété et en location. Mais aussi, et c'est probablement ce qui a été le plus marquant des dernières années, la gestion de projets d'infrastructure. Pourquoi plus marquant? Parce que ça a connu une croissance exponentielle. On a parlé des investissements au PQI. C'est sûr qu'à la SQI, en ce moment, on a plus de 50 milliards dans notre giron d'investissements actifs. Donc, ça veut dire des projets qui sont soit en planification, soit en construction, des fois en gestion, la majorité, et quelquefois aussi en association où on accompagne d'autres donneurs publics. Donc, je viens ici témoigner du soutien gouvernemental au virage numérique, mais concrètement du leadership qu'on a exercé comme co-porteur avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable à la feuille de route gouvernementale BIM. Donc, ensemble et accompagnés des autres donneurs d'ordre public dont on a fait la mention tout à l'heure, SHQ, Hydro-Québec, Ville de Montréal et Ville de Québec. Il y a d'autres organismes, d'ailleurs, qui vont s'y ajouter bientôt. On a à cœur le déploiement des pratiques BIM, puis on a à cœur aussi de partager nos meilleures pratiques
et travailler en étroite collaboration. Le BIM, donc, ou modélisation des données des infrastructures, c'est l'essence même du virage numérique de l'industrie de la construction. C'est un outil à multiples dimensions. On est déjà très, très actif et très concret dans le 3D. On s'en va progressivement à inclure, à compter de 2024, en ce qui concerne la SQI, des autres dimensions, de 4D à 7D, donc délai, estimation, exploitation, développement durable. Et en ce sens, la feuille de route gouvernementale qu'on s'est donnée depuis 2021, bien, c'est notre plan de match. Et c'est le plan de match qui concerne, qui vise l'engagement des donneurs d'ordre, mais ça vise aussi, vous aussi, les entreprises de construction, pour qu'ensemble, on améliore nos processus, puis qu'on utilise les technologies numériques. Ça doit nous mener, on l'a dit tout à l'heure, à des meilleures rencontres d'objectifs, de délais, de coûts, réduire les enjeux d'approvisionnement, réduire les enjeux de main-d'œuvre aussi. On sait que l'industrie est beaucoup plus attrayante pour ceux qui veulent s'y joindre lorsqu'elle fait appel aux technologies. C'est assuré. La feuille de route aussi, c'est beaucoup plus que les technologies. Ce sont aussi des aspects de la mobilisation des parties prenantes, des références pour aider à la formation et l'apprentissage, mais aussi des processus contractuels qui, soutenus par le BIM, vont nous aider à faire des modes de réalisation collaboratifs. Donc, les objectifs, on les a bien compris. On doit adhérer, c'est ce qu'on sollicite l'adhésion de tous les acteurs de l'industrie. Adopter un virage numérique ensemble, soutenir l'accroissement, la productivité, favoriser le recrutement. Donc, la feuille de route gouvernementale BIM est disponible sur le site Internet du secrétariat du Conseil du Trésor. Elle vous amène elle vous permet de vous préparer à ce qui s'en vient pour les prochaines années jusqu'en 2026. Déjà, on avait au démarrage de la feuille de route qui a démarré en 2021 à peu près 75 projets qui étaient développés ou réalisés par BIM. Cette année, plus du double, et on peut penser qu'à la fin de la feuille de route, on aura autour de 250 projets pour les 6 donneurs d'ouvrages identifiés, 250 projets réalisés et qui vont être en cours BIM à ce moment-là. Donc, c'est un succès collectif que je nous invite à atteindre. Que vous soyez au point de départ, que vous soyez avancé dans votre parcours BIM, le vôtre personnellement ou celui de votre entreprise, je vous souhaite quand même une très bonne route vers la transformation. Et la SQI est quand même, c'est important que je le mentionne, la SQI est quand même leader dans les tout débuts de la réflexion sur BIM, dans la planification et maintenant on est dans la réalisation très concrète. Notre organisation, oui, mais il y a quand même des promoteurs au sein de l'organisation, puis j'aimerais quand même souligner la présence de, en fait, deux de mes gestionnaires qui portent ces valeurs-là et font la promotion BIM depuis plusieurs années. Nathalie Réaume, qui est vice-présidente à l'expertise soutien au projet, et Guy Paquin. On dit souvent Guy. Ici, tout le monde sait c'est qui Guy, mais c'est Guy Paquin de la SQI aussi, donc directeur général des stratégies et des projets spéciaux. Merci beaucoup pour votre promotion de notre mouvement BIM. Donc, bon sommet à tous. Merci beaucoup. Un autre donneur d'ouvrage, mais qui partage et qui converge vers une vision, une même vision. Donc, Monsieur le ministre responsable des infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Madame la présidente directrice générale de la Société québécoise des infrastructures, chères participantes, chers participants, à titre de sous-ministre adjoint à l'ingénierie et aux infrastructures au ministère des Transports et de la Mobilité durable, je mettais la mobilité avant les transports, et co-porteur de la feuille de route gouvernementale avec la SQI, c'est avec un immense plaisir que je me joins à mes collègues pour vous souhaiter la bienvenue à ce sommet. La tenue du sommet BIM vise à soutenir l'implantation du BIM dans les projets d'infrastructures publiques et susciter l'adhésion de l'ensemble des acteurs de l'industrie de la construction dont vous faites partie. L'initiative gouvernementale de l'implantation du BIM remonte en 2021 avec la diffusion du plan d'action
pour le secteur de la construction qui a fait suite à une série d'échanges coordonnés par le secrétariat du Conseil du Trésor avec différents représentants de l'industrie de la construction. L'idée, à l'époque, était de mettre en place différentes initiatives pour notamment amener l'ensemble des joueurs de l'industrie de la construction, incluant les donneurs d'ouvrages publics, à être plus productifs et plus modernes. La feuille de route gouvernementale se veut donc une action mobilisatrice et un déclencheur essentiel pour l'implantation du BIM et la modernisation de nos écosystèmes. L'avènement de ce plan commun à l'ensemble des donneurs d'ouvrages publics, partagé avec les différents acteurs de l'industrie, est une approche unique et distincte à notre gouvernement. Cette approche collaborative permet de miser sur les forces de l'ensemble des intervenants et de mettre à profit les expériences liées à la transformation numérique des pratiques, et ce, peu importe notre domaine d'affaires. Comme Mme Bourgeois l'a mentionné, l'implantation du BIM demande la participation et la collaboration de tous et à tous les niveaux afin que ce virage numérique soit négocié avec prudence, réalisme, et il se doit d'être adapté à chaque écosystème. Une fois ça dit, on se doit également d'avoir des résultats concrets dans des délais raisonnables afin de poursuivre l'implantation et de faire évoluer le BIM dans le contexte québécois. Pendant la journée, vous aurez l'occasion d'entendre des intervenants BIM provenant des différents horizons et d'organisations variées. Vous aurez également l'occasion en après-midi d'émettre vos préoccupations, mais surtout de partager vos bons coups. C'est donc l'occasion idéale d'échanger entre vous et de créer un réseau de contacts BIM et surtout de saisir ce moment privilégié pour écrire l'histoire de l'industrie de la construction, un moment unique auquel nous sommes conviés. En terminant, je remercie chacun d'entre vous de l'intérêt porté à cette importante initiative et je vous souhaite un sommet des plus enrichissants et des plus profitables pour avancer ce merveilleux dossier. Merci. Alors, merci, Monsieur le sous-ministre, Madame la Présidente, directrice générale. Comme je le disais tantôt en criant dans la salle, le ministre a le droit de parler plus longtemps. Les grands patrons aussi. Le droit diminue plus la journée avance. À la blague, évidemment, on est quand même pas mal dans les temps. Le prochain panel composé de 4 personnes qui vont prendre la parole à tour de rôle devant vous, ils vont vous exposer les grands jalons de la feuille de route, pour vous présenter une vidéo réalisée avec des donneurs d'ordre publics. On va aussi vous présenter une vaste enquête qui a été réalisée par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie dans l'industrie, au sein de l'industrie de la construction. Hâte de voir ces résultats-là certainement. Et par la suite, les deux organisateurs du sommet vont venir vous parler, un de la tournée régionale qui a eu lieu, des consultations particulières, qui a permis de susciter l'adhésion dont il est en question pour favoriser la collaboration qui va amener la productivité. Bon, ça va être la même chanson une partie de la journée, donc retenez ces mots-clés-là. Et également, il y a des groupes de travail qui œuvrent dans le fin détail pour faire atterrir le BIM dans vos réalités pour que ça fonctionne sur le sens du monde. Hier soir, on avait un petit party qui a fini tôt en ce qui me concerne. Les autres, je peux pas, oui. Guy Paquet me confirme, ça a fini tôt. En discutant avec Guy, que tout le monde connaît, on s'est entendu sur comment j'allais le présenter. Je voulais le présenter comme Grand Manitou. Il a dit non. Alors, ce n'est pas le Grand Manitou, c'est un chef d'orchestre. Donc, c'est le Kent Nagano du BIM. Donc, chef de projet du BIM. Il est à l'origine de tout ça. Guy Paquin, je t'invite à monter sur scène et prendre la parole. Merci. Je peux continuer? Ah, c'est bon, merci. Bonjour et puis bienvenue à ce premier sommet BIM dans le cadre du déploiement de la feuille de route gouvernementale. Excusez mes notes, mais on m'a demandé de parler 2 minutes. Alors, quand on parle pas longtemps, il faut se préparer, comme disait Churchill, dans d'autres mots. Alors, en quelques mots, c'est quoi la feuille de route gouvernementale pour le BIM? Bien, c'est simple.
plusieurs en ont parlé, mais c'est une carte routière. C'est une carte routière qui nous amène tous vers un objectif commun. Cet objectif commun-là, c'est quoi? Bien, c'est la transformation numérique, mais au final, le ministre l'a mentionné, c'est aller chercher plus de productivité puis amener d'autres gens dans l'industrie de la construction parce que nos jeunes, par exemple, quand pensons à... Vous êtes dans le BIM, hein, c'est bien facile, plus facile d'attirer nos jeunes avec des trucs comme ça que de dire venez bien travailler dans la construction puis tu vas avoir froid puis tu vas monter dans les cages d'acier d'armature. Tu sais, fait que... Alors, c'est quoi? C'est ça? C'est une carte routière et puis qui se décline en 6 axes. Ça a été mentionné. Terminologie, parce qu'il faut parler la même langue. Hein? La tour de Babel n'a pas marché parce qu'ils ne parlaient pas la même langue. Et puis, d'autres éléments, des référentiels qui nous amènent dans le même contexte. Les contrats, les approvisionnements, les modes, ça fait partie de la feuille de route gouvernementale. Et puis, dans ce trajet-là, cette carte routière, dans le voyage, bien, on a un conducteur. Le conducteur, c'est les 6 grands donneurs d'ouvrage actuels. Et puis, là, il y a quelqu'un qui devrait peser sur le bouton pour voir les 6 grands donneurs d'ouvrage. Et puis, dans le fond, ces 6 grands donneurs d'ouvrage-là, ils décident pas nécessairement du trajet, ils décident de l'objectif, de la destination. Dans tout le trajet, savoir par où on va passer, on le fait ensemble. Ensemble, ça veut dire avec toutes vous autres, avec l'industrie. L'industrie, c'est qui? Bien, on a un comité consultatif. On a des groupes de travail avec l'industrie. Donc, on décide ça ensemble. Mais l'objectif est commun. On va tous à la même place. Donc, c'est ça qui est l'objectif de cette carte routière. Donc, aussi, 6 grands donneurs d'ouvrage, bien, ça commence à boule de neige. Bien, on en a d'autres qui s'ajoutent. Donc, aujourd'hui, je voudrais faire l'annonce officielle qu'on a 2 nouveaux grands donneurs d'ouvrage qui s'ajoutent à nous et aux 6 qui sont existants, qui sont le Parc olympique et la ville de Longueuil. Donc, c'est un premier mouvement. On s'est consolidé entre nous. Et puis là, on en ajoute. Et puis, soyez assurés que dans les prochaines années, on va en ajouter beaucoup d'autres donneurs d'ouvrages publics. Donc, l'objectif, on le maintient. Le trajet, on le définit ensemble. Alors, c'est ça qui est la feuille de route. Et là, je vais laisser quand même 6 hauts dirigeants, un haut dirigeant de chacune de nos 6 organisations qu'on appelle les DOP, les donneurs d'ouvrages publics, vont vous faire un petit vidéo, 10 minutes, bien tassé. Vous allez voir, c'est un film d'action là où il y a de l'adrénaline, là, vraiment, dans les 10 minutes. Alors, je vous invite à écouter ce vidéo. Merci beaucoup, merci d'être là, merci de continuer ensemble. Les objectifs de la feuille de route, c'est de s'assurer qu'on est plusieurs à l'intérieur du gouvernement à travailler avec le BIM, de se donner des objectifs qui sont réalistes, mais qui vont nous permettre par la suite de voir les avantages dans différents domaines. C'est de mobiliser les grands acteurs au Québec afin de les mettre ensemble pour travailler à développer l'écosystème consultant, entrepreneur, donneur d'ouvrage, d'améliorer la productivité dans l'industrie de la construction. D'abord, je commencerai pour définir le BIM, revenir sur l'acronyme Building Information Modeling. C'est une maquette, en fait, qui comporte l'ensemble des données, l'ensemble des informations utiles pour soit la réalisation d'un projet ou pour, en fait, l'entretien d'une infrastructure. Ça démarre, en fait, avec une maquette 3D que nos concepteurs dessinent. Puis par la suite, on travaille en équipe. Fait que c'est un outil, en fait, le BIM, pour travailler à des projets, pour permettre de visualiser, que ce soit une usine, un bâtiment ou encore des ouvrages ponctuels. C'est une façon de modéliser les infrastructures, puis que ça génère toute une série d'informations, justement, qui nous amènent à gérer nos immeubles. Il y a énormément de bénéfices à tirer de cette modélisation-là. Le BIM, ça nous permet de connecter une multitude d'informations en regard d'un actif, en regard d'un projet. Et ça va nous permettre de suivre pratiquement en temps réel l'état de l'infrastructure, donc de prendre des décisions de façon plus efficace et plus optimale. Et ça va nous permettre de suivre l'évolution d'un projet à toutes les étapes de son cycle de vie. Si on parle de la conception, de l'approvisionnement, de la construction, de la maintenance, de l'exploitation et même du démantèlement de l'ouvrage.
L'idée, c'est d'être un catalyseur aussi pour tout l'écosystème de la construction au Québec, les grands ouvrages. Et que là, on le voit, la feuille de route, comme étant un levier pour être capable, ni plus ni moins que les nouvelles façons de faire soient intégrées sur l'ensemble de l'écosystème de la construction. Et ça devient la référence maintenant partout au Québec. La feuille de route, comment elle s'est matérialisée? En fait, on a mis en place une structure de gouvernance, donc avec un comité directeur qui est composé de l'ensemble des 6 donneurs d'ouvrages publics. On a un comité de coordination qui, lui, chapeaute l'ensemble des groupes de travail qu'on fait avec l'industrie et aussi qui est un lien direct avec notre comité consultatif de l'industrie qu'on rencontre régulièrement. Évidemment, cette structure de gouvernance-là, on est supporté par des experts de contenu, donc de l'ETS. Donc, on s'est vraiment mis les conditions gagnantes pour pouvoir mettre en place cette feuille de route-là, la mettre à jour régulièrement, puis pouvoir la communiquer. La Ville de Québec travaille au BIM depuis plus d'une décennie. On a commencé à l'époque avec le projet de l'amphithéâtre, le centre Vidéotron, un projet de 400 millions. C'était un peu à nos débuts. La feuille de route est venue supporter l'implantation de cette démarche-là dans des projets de plus petite envergure, mais aussi dans d'autres services à la Ville, que ce soit dans les projets industriels, les usines, ou encore en ingénierie dans des services ponctuels. Donc, on fait toutes les gammes maintenant à la Ville de Québec en BIM. Pour le ministère, en tant que co-directeur de la feuille de route gouvernementale, c'est un premier pas. Donc, c'est initié depuis quelques années. On veut s'assurer de faire les choses correctement et dans le respect de tout l'écosystème de transport. Donc, on doit s'assurer d'implanter de nouveaux outils, de permettre à nos employés de bien les utiliser, de bien les former, mais aussi à l'industrie de s'adapter à ces nouveaux outils-là dans un souci d'avoir toujours une saine concurrence. Mais évidemment, on souhaite y aller de bon train parce qu'on sait que la technologie va vite et on se doit de mettre ça en place dans les meilleurs délais. À partir du moment où j'ai une structure d'information pour la construction, une structure d'information pour la réalisation de l'ensemble de la planification du projet, moi, je pense qu'on commence à être en business par rapport à ce qu'on a actuellement. Avec la feuille de route, on s'est engagé en tant que Société d'habitation du Québec à aller jusqu'à la fin de cet engagement-là et d'arriver avec des données qui seront très concrètes par rapport à ce que ça leur a apporté à la société. La feuille de route aussi, c'est important d'annoncer ce vers quoi on se dirige, d'avoir une vision. Donc, la feuille de route, elle comporte à la fois des cibles qu'on s'est donné l'ensemble des 6 donneurs d'ouvrages, puis aussi, en fait, c'est quoi les actions qu'on a menées, en fait, à chaque année. Donc, notre feuille de route, on la met à jour à chaque année. Puis une perspective par rapport à ce qui s'en vient, d'identifier le nombre de projets. Donc ça, c'est important parce que l'industrie va permettre de se préparer, d'anticiper le changement, le virage numérique de la construction qui est un incontournable, comme dans toutes les sphères de la société. Ça va nous aider essentiellement pour répondre à certains objectifs. Exemple, le plan climat fixe des cibles fort ambitieuses par rapport à la décarbonation des immeubles, par rapport à la transition écologique essentiellement. C'est vraiment précieux cette démarche-là, ce que BIM peut apporter en termes de gestion des informations par rapport à l'ensemble des infrastructures. Oui, les bâtiments, mais aussi les infrastructures routières. C'est les 2 unités là, de la ville qui ont décidé d'embarquer dans BIM puis qui vont assurément appuyer les objectifs de Montréal 2030. On a présentement un déficit d'ici 2030 de 800 000 logements. Alors, si on veut être capable d'y arriver, il faut faire autrement. Puis je pense sincèrement qu'avec le BIM, on sera capable d'y arriver parce qu'on n'aura pas besoin de réinventer à chaque fois la bonne recette. On va juste pouvoir la bonifier puis être capable de s'en servir avec qualité. Parmi les autres grands propriétaires institutionnels qui ont décidé d'adhérer à la feuille de route, on partage essentiellement les mêmes enjeux. On partage les mêmes situations devant un marché qui fait l'objet, en fait, de pénurie de main-d'œuvre, dont les coûts, l'inflation impactent le prix de nos projets. On a des difficultés d'approvisionnement, les coûts sur les projets, les financements sont difficiles. Le BIM nous permet d'avoir, de par la maquette, de par les revues de conception, de permettre de détecter les conflits, donc de diminuer en chantier les avis de changement, mais aussi de diminuer les délais. Donc l'objectif, en bout de ligne, c'est d'améliorer la productivité dans l'industrie de la construction. Que ce soit au niveau de l'ingénierie en structure, l'ingénierie mécanique, l'électricité, l'architecture, évidemment. Donc, tout ça là, permet un bon gain d'efficience. Donc, plus rapide au niveau de l'efficacité des plans, en fait, la maquette, et au niveau du chantier également.
En adhérant ensemble à cette feuille de route-là, on va avancer en même temps, puis on va pouvoir partager nos bons coups, nos leçons apprises, puis dans un effort collectif, essentiellement. On veut aller aussi jusqu'à intégrer ce qui est la planification, l'estimation dans nos maquettes et aller jusqu'à implanter les données d'opération, donc d'aller jusqu'à l'opération et l'entretien des actifs. Il est certain qu'à l'aide du BIM, on a réussi à sécuriser notre échéancier davantage. On a vu des choses à l'avance. Donc, ça nous donne une confiance sur l'échéancier qu'on a. Ça nous donne aussi des marges de manœuvre qu'on n'aurait peut-être pas eues si BIM n'avait pas été présent. Les facteurs de succès, c'est que les donneurs d'ouvrage doivent emboîter le pas pour faire des projets BIM, pour que ça devienne un réflexe dans l'industrie au Québec de faire ces projets en BIM. Un, c'est d'en parler. On démystifie ce qu'est BIM. Et là, on voit les bienfaits à chaque projet qu'on fait, puis on adapte nos méthodes en fonction de ça. Donc, l'idée, là, c'est vraiment que amener les gens dans la gestion de ce changement-là et que l'ensemble de nos chefs projets ici, voient c'est quoi le bénéfice, puis adhèrent au virage. Un des plus grands facteurs de succès, c'est vraiment l'engagement de la haute direction de l'organisation. C'est son appui, c'est son accord, puis c'est le fait aussi qu'elle puisse traduire cet appui-là dans la planification stratégique, dans les objectifs, pour vraiment confirmer son appui à la démarche. Bien, je pense qu'il faut y aller dans un premier temps, bouchée par bouchée ou de façon progressive. C'est un gros changement. Il y a beaucoup de gestion du changement dans les pratiques, dans les façons de faire. Dans le respect de tous les intervenants, que ce soit des employés du ministère ou des partenaires de l'industrie privée. De notre côté, on a priorisé dans un premier temps le volet 3D de la maquette numérique. Ça permet à l'ensemble des acteurs de visualiser le chantier sans être nécessairement sur place, peut-être faire appel davantage à la préfabrication. On peut penser facilement à la préfabrication parce que l'ensemble du travail a été fait en usine, dans un milieu qui est contrôlé, où est-ce que c'est facile pour les différents intervenants de travailler à l'intérieur d'une grande usine, mais que là, on peut penser à plusieurs logements parce qu'à quelque part, on a eu le numérique qui nous a permis de bien planifier l'ensemble. D'avoir des gens qui sont familiers, qui comprennent et qui ont été formés à BIM pour qu'ils puissent en tirer les meilleurs bénéfices. L'adhésion de l'écosystème à tous ces niveaux, concepteurs, donneurs d'ouvrage, entrepreneurs, est importante pour accélérer cette implantation-là de bonnes pratiques. Je pense que BIM, là, ce que ça permet, là, c'est de conscientiser l'ensemble des acteurs de comment on doit le travailler pour être encore plus performant. En fait, c'est tout le monde qui va en sortir gagnant. En fait, on construit tout le monde le Québec de demain. Fait qu'il faut se donner des moyens efficaces pour y arriver de façon efficiente puis à meilleur coût possible. Comme il y a eu une époque à radiocassette, à DVD, puis maintenant à l'espace du numérique, le BIM amène aussi, avec tous ces outils-là qui suivent l'évolution de la technologie, des grandes valeurs ajoutées, là. Donc, ça fait partie des grandes étapes d'évolution dans l'industrie de l'ingénierie, de la construction. Guy, effectivement, c'est Netflix peut aller se rhabiller. C'était enlevant, un suspense inédit. On va rouler rondement, alors je vais laisser les blagues. Notre prochain intervenant va venir nous présenter les résultats d'une vaste enquête qui a été menée par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Il s'appelle Alexis Leblanc. Il est économiste et conseiller stratégique en compétitivité et transformation numérique des entreprises au ministère. Donc, Monsieur Leblanc, je vous invite à monter. Oui, t'es là. Il était où, lui? Alors, Monsieur Leblanc, la parole est à vous. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Écoutez, je vais me mettre un chronomètre. On m'a donné 8 minutes. Je pense qu'on a peur peut-être que je vous endorme, là. Non, plus sérieusement, je suis bien content de venir vous partager les résultats de notre enquête sur l'état de la numérisation du secteur de la construction. Vraiment, c'est spécifiquement ce qui vous représente. Mais tout d'abord, je vais peut-être vous mettre en contexte au niveau de... Il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau du... Ah oui, voilà. Bon, au niveau du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie,
Donc, on travaille fort. On a la mission, le ministre Julien tout à l'heure en a mentionné, travailler pour la transformation numérique, mais aussi surtout pour la productivité, pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, au MEIE, on est en charge de l'offensive de transformation numérique. C'est une initiative là, qui a pour but de soutenir des projets sectoriels en matière de numérisation des entreprises. Et le secteur de la construction est bel et bien inclus là-dedans, puisqu'on a le projet IQC 4.0 qui est soutenu, là, qui est porté par Groupe BIM du Québec et l'Institut de gouvernance numérique. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller les voir. Là. Donc, c'est vraiment fait pour vous. Bon, les enquêtes maintenant dans tout ça, qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? Vous allez me demander, là, comme en tant que conseiller stratégique au ministère et notre direction, excusez, ça me fait tout le temps ça dans les présentations, ça me fait jamais ça d'habitude. Les enquêtes, sectorielles, comme on gère une mesure gouvernementale, on est appelé à proposer des modifications, de nouvelles mesures, puis pour qu'elles soient adaptées à vos besoins, on doit connaître votre réalité, puis l'enquête que je vous présente aujourd'hui, c'est exactement dans ce but-là. Donc, si on parle un peu rapidement de l'enquête en tant que telle, elle a été réalisée ce printemps. Donc, je ne vous amène pas du passé-date, là, on est du concret et du bien réel aujourd'hui par la firme Léger et ce, auprès de 400 entreprises du secteur. On a des petites, des moyennes, des grandes. Les 3 sous-secteurs de la construction sont représentés. Donc, on a des entreprises, des entrepreneurs spécialisés, on a de la construction du bâtiment, les travaux de génie civil. Donc, on a vraiment souhaité un échantillon qui représente le secteur pour que nos résultats parlent vraiment de la situation actuelle. Rapidement, c'est un sondage de 35 questions, un gros sondage. Donc, on m'a donné 8 minutes. C'est sûr que je ne vous montre pas tout ça. J'en ai choisi une dizaine que je pense qui va vous intéresser grandement. Pour commencer, j'ai vraiment voulu pas montrer un regard externe sur le secteur, mais vraiment un regard du secteur sur lui-même. Quelle est notre perception à nous de notre maturité numérique? Donc, de façon générale, on le constate, on se situe là, à peu près 78% dans le faible, voire moyen. Donc, je pense qu'on a une conscience générale comme quoi qu'on a du travail à faire pour se numériser. J'ai mis un petit graphique ici selon la répartition de la Terre parce que je sais que vous allez me dire, là, les plus grandes entreprises vont être plus numériques et la corrélation dans les données, là, votre intuition est bonne. Je l'ai juste mis sur cette diapo-là pour simplifier la présentation, mais gardez ça en tête pour le reste de la présentation, c'est ça, là, pléonasme, mais bon. Maintenant, notre perception, comme j'ai mentionné, je pense qu'on a une conscience qu'on doit travailler. J'ai décidé de présenter un indicateur de maturité numérique, la gestion de l'information et pourquoi ça? Parce que par gestion de l'information, on entend donner, et la donnée est au cœur de la transition numérique, est au cœur du BIM. Comment qu'on gère notre donnée? On a besoin de la donnée de qualité, de la donnée en quantité, et on veut la valoriser. Dans le secteur, là, je pense qu'on vient un peu confirmer notre perception, puisque la majorité, on utilise encore des manières plus traditionnelles, le papier ou des outils de bureautique. Par bureautique, je parle notamment du Excel. Là. En tant que grand fan d'Excel, je comprends, mais c'est pas l'idéal pour gérer une entreprise. Donc, il y aurait peut-être intérêt là, à upgrader notre gestion de l'information avant de passer vraiment à des étapes peut-être plus supérieures au niveau du numérique. Mais là, je me trouve un peu négatif, là. C'est pas le but de ma présentation. Il y a du positif. 75% nous ont dit avoir au moins une ressource dans l'entreprise pour qui s'occupe des tâches stratégiques et opérationnelles pour le développement numérique et technologique. Donc, on met des gens, et non seulement on met des gens, on met aussi de l'argent. 72% nous ont dit avoir investi en numérique. Par investissement en numérique, j'entends en technologie, en logiciel, en licence. On a même ajouté services conseils. On a ratissé large, vraiment toute dépense qui nous amène là, à prendre les pas vers le numérique. Donc, ça, c'est super. Et en moyenne, c'est un montant annuel moyen des 3 dernières années de 21 745. Encore une fois, je vous rappelle le premier graphique de la répartition selon la taille. C'est très variable selon la taille, là, mais je pense que c'est un indicateur intéressant quand même. Donc, comme je parlais là, avec l'offensive de transformation numérique au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et avec nos partenaires d'accompagnement en transformation numérique, on adopte quand même, on souhaite que les entreprises adoptent une démarche numérique structurée qui passe par un plan stratégique suivi d'un audit numérique. Je vais passer assez rapidement, là, mais le plan stratégique, il faut vraiment le voir comme le préalable à la transformation numérique. C'est ce qui va nous ordonner notre entreprise. On va se structurer, là, comme un grand sage m'a dit souvent, on ne numérise pas le désordre. Un processus qui est inefficace, même si tu ajoutes une couche de numérique, ça devient de l'inefficace, mais avec des 1 puis des 0. Donc, je pense qu'il faut vraiment là, voir comment on travaille et s'améliorer au début avant de se lancer peut-être dans des technologies un peu plus avancées.
Donc, le plan, c'est ça nous donne des orientations et des objectifs mesurables. Donc, dans le secteur, on est à peu près une entreprise sur 4. C'est sûr que nous, au ministère, on regarde ça, c'est sûr qu'on va souhaiter que ça augmente plus. Puis c'est pas juste pour le secteur de la construction, là. Nous, on vise vraiment plusieurs secteurs. Donc, de façon générale, c'est à peu près le portrait qu'on a, là, mais on va vous souhaiter que la démarche soit faite au complet. Si je passe, mettons, au prochain, là, c'est vraiment là, ça c'est le cœur, c'est la transformation numérique, c'est la réalisation d'un audit numérique. Là, c'est au sens large, donc les audits qui sont, je pense que QC 4.0, c'en est un bon exemple qui est adapté à votre réalité, à votre secteur, à vos enjeux. Mais en gros, on va diagnostiquer nos processus d'affaires, on va évaluer notre maturité numérique et on va se doter d'un plan numérique formel. Le plan numérique, en gros, on va lister les technologies selon nos besoins, puis on va pouvoir les prioriser également en termes de gains, il y a un ordre de séquence aussi pour certaines technologies. Donc, c'est dans cette sorte d'idée-là. On est à 12 je vous dirais, comme on était à 22 plan stratégique, c'est un peu un entonnoir, là. C'est sûr qu'on commence plan stratégique, puis après ça, un audit. Je ne suis pas trop surpris que le pourcentage diminue, mais quand même, donc, c'est ça aussi. Puis, comme j'ai mentionné, c'est pas juste votre secteur, il y a plusieurs secteurs qu'on va souhaiter là, que ça augmente un peu plus pour s'assurer une transition numérique réussie. Des petites statistiques intéressantes sur celles qui l'ont fait l'audit. 70 avaient fait leur plan stratégique, ça c'est intéressant, mais c'est celle-là que j'aime bien. 83% nous ont dit avoir amorcé la mise en œuvre. J'ai déjà entendu, le plan numérique, ça finit sur le coin du bureau. Combien tu gages? J'ai 83%. Les probabilités sont de mon côté. Donc ça, je trouvais ça particulièrement intéressant. Donc quand on entame la transition, on l'entame pour vrai. Et de celles qui ont dit non, on leur a demandé pourquoi. Bon, de toute évidence, là, les problèmes de pénurie de main-d'œuvre, le manque de temps, notre carnet de commande il est booké, on a d'autres choses à penser. Donc, 56 nous ont dit, là, c'est pas un besoin actuel. Donc, je vous lance la question ouverte. Quel est le besoin le plus actuel? J'ai des hypothèses, mais l'enquête ne l'a pas montré. Et je finis avec ça, là, j'aurais manqué ma shot. Si j'en parlais pas, vous allez m'excuser, j'ai mis bâtiment et nos infrastructures en modélisation des données du bâtiment, là, mais des infrastructures, là, le BIM. On a demandé, là, on a quelques statistiques intéressantes. 11% des répondants l'utilisent. 28% ont de l'intérêt. Donc, il y a quand même une certaine masse critique là, qui pourrait l'intégrer à court moyen terme. Donc, une journée comme aujourd'hui qui part de la feuille de route gouvernementale, c'est essentiel là, parce que très peu la connaissaient au moment du sondage. Donc, je vous rappelle, c'était ce printemps, mai-juin à peu près. Et je finis avec ça. Les principaux défis relatifs au BIM qu'on a demandé aux entreprises, ce n'est pas un besoin actuel, manque de connaissances, formation, mais on constate, c'est des petits pourcentages. Là. C'est parce que 64% nous ont dit « je ne sais pas » ou « aucun enjeu en particulier ». Le « je ne sais pas », c'est 55%. Donc, je pense que la journée aujourd'hui est essentielle et pertinente. Puis, je pense que avoir vu les sujets aujourd'hui, si vous vous sentez concerné par le « je ne sais pas », je pense que vous allez avoir toute l'information aujourd'hui pour vraiment nourrir votre réflexion par rapport au BIM. Donc, je m'arrête là-dessus. Je vous remercie et bon sommet. Je ne sais pas si c'est moi qui dois passer à l'autre slide ou si la régie s'en occupe. Alors, merci beaucoup, Alexis. Très, très intéressant. Pour citer Claude Foster, qu'on a vu tantôt à la vidéo, on commence à être en business. Donc, c'est la bonne nouvelle du jour TVA. Alors, deuxième 2 pour 1 de la journée. Après les big shots du ministère, les big shots de la société civile, j'inviterai Martin Lafleur et Jean-François Gauthier à monter sur scène ici. Je vais vous les présenter à tour de rôle. Et à tour de rôle, ils vous feront leur présentation. Donc, Jean-François Gauthier qui nous fera la première présentation. Il est président directeur général et cofondateur de l'Institut de gouvernance numérique. Il va nous parler des principaux résultats de la tournée régionale, mais également des consultations particulières qu'il a menées auprès d'entreprises et d'associations sectorielles qui vous représentent et que vous connaissez bien. Martin Lafleur, directeur général du groupe BIM du Québec, viendra pour sa part nous parler de l'état d'avancement des différents groupes de travail en place dans le cadre de la feuille de route BIM-MDI. Jean-François, la parole est à toi. Merci. Guy m'a fait promettre, puis on sait que c'est un défi tant pour lui que pour moi, de respecter le 4 minutes qu'on m'a alloué, fait que je vais essayer d'être fidèle. Je compte sur vous pour m'appuyer là-dedans parce que 4 minutes pour moi, c'est tout un challenge, je vous l'annonce.
Donc, merci d'être là tout le monde, c'est bien apprécié. Donc, d'abord, vous parlez quelques mots, c'est qui ça, l'Institut de gouvernance numérique, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? L'Institut de gouvernance numérique, c'est un OBNL qui existe depuis maintenant une dizaine d'années. On est vraiment engagés, nous, dans le volet humain de la transformation numérique. Nous, la technologie, pour nous, c'est des moyens. Ce qui nous interpelle, c'est comment on s'adapte aux grands changements qu'on vit dans le monde, puis comment on fait surtout pour s'engager dans des transformations qui vont nous permettre de nous mettre à jour et de nous maintenir compétitifs comme société. Donc, évidemment, on est très engagé avec l'industrie de la construction depuis quelques années. Stéphane en parlait tout à l'heure. On a été impliqué dès le départ avec le premier sommet qu'on a fait, la première réflexion qu'on a faite au Québec pour identifier les priorités du BIM. Mais ce qui est surtout intéressant pour nous, c'est qu'il y a 3 valeurs qui sous-tendent notre action. C'est la transparence, la participation et la collaboration. On est profondément convaincus qu'il faut travailler sur la culture des entreprises, travailler sur une meilleure appropriation de ces valeurs-là pour assurer une transformation numérique durable des organisations. Donc, nous, notre but, c'est vraiment de supporter l'empowerment, l'engagement des gens dans ce qu'ils font puis dans la transformation. Donc, évidemment, on est aussi impliqué avec les donneurs d'ouvrages publics, puis Stéphane en parlait tout à l'heure, dans l'adhésion. Parce que pour nous, la feuille de route gouvernementale BIM, c'est probablement, puis ça fait quand même quelques années là, qu'on est actif au niveau de l'engagement, la mise à profit des technologies dans le secteur public. C'est probablement, à mon avis, à notre avis, la première orientation gouvernementale structurante en termes de transformation numérique sur le fond. Parce qu'on est capable vraiment, avec une feuille de route et avec le BIM, de travailler sur les processus, faire en sorte qu'on décilote, j'aime bien l'expression, je la reprends, c'est vraiment le cœur du défi, faire en sorte qu'on mette à profit les savoirs des uns et des autres dans un projet qu'on met au cœur des priorités et non pas de servir toujours vers le haut, malheureusement qu'on est souvent pris dans des organisations. Donc, on est mandaté par les donneurs d'ouvrages publics pour rencontrer individuellement les gens, pour écouter. Puis ce qui est intéressant dans la démarche de la feuille de route, c'est vraiment ça. C'est un peu unique au Québec, hein? On n'est pas dans une démarche où on impose. On est dans une démarche sur laquelle on fait ensemble. On identifie les priorités, on identifie les défis et on trouve ensemble les solutions. Et ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment mobilisateur, c'est vraiment intéressant. Donc, depuis les derniers mois, on a rencontré au-delà de 80 d'entre vous, donc des parties prenantes. On a pris le temps de vous rencontrer individuellement. En parallèle des travaux que fait Martin avec les groupes de travail, les SQI et les donneurs d'ouvrages ont jugé important de se donner le moyen d'entendre et se pouvoir écouter pour entendre et faire en sorte qu'on puisse mieux trouver des solutions avec vous pour faire en sorte qu'on aille plus loin. Donc, les grandes priorités qu'on a identifiées dans le cadre de la tournée, parce que nous avons fait une tournée de 6 villes au Québec au printemps dernier, et le but de cette tournée-là, c'était vraiment, encore une fois, d'aller vous rencontrer, de se mettre à l'écoute de ce que vous aviez à dire. On a discuté des solutions, on a discuté des opportunités, mais c'est vraiment dans le but, comme je le disais tout à l'heure, de construire ensemble le meilleur plan possible. Donc, la tournée que nous avons faite et les rencontres que nous avons faites individuellement ont permis de ressortir un certain nombre de défis et d'opportunités. Je vais aller passer très, très rapidement, mais ils vont vous être ramenés tout au long de la journée par les différents conférenciers. Donc, premier élément, l'importance déterminante de l'accès, de l'accompagnement spécialisé. Ça, c'est quelque chose que les gens nous ont dit, nous ont répété. Les gens du ministère nous l'ont dit. Il y a l'Initiative québécoise de la construction qui est là, mais il y a un besoin réel d'accompagnement pour faire en sorte que, pas juste au niveau des entreprises, mais aussi au niveau des donneurs d'ouvrages, parce que ça se danse à deux, le BIM, n'est-ce pas? Si un ou l'autre n'est pas là, bien, il n'y aura pas de contrat, donc ça ne marchera pas. Donc, importance de l'accompagnement pour accélérer le déploiement. Les enjeux de formation, évidemment, qui ont ressorti, parce que c'est au cœur du BIM un enjeu d'adaptation, de la formation, comment on adapte nos gens, comment on les forme à faire mieux, différemment. Défi de réalisation des projets BIM dans les modes de réalisation actuels. Ça se fait du BIM dans les modes de réalisation actuels, on va en parler, c'est possible, mais c'est peut-être pas la formule optimale. Les modes collaboratifs sont peut-être plus appropriés, on va pouvoir en reparler plus loin dans la journée. L'opportunité d'harmoniser les pratiques, évidemment, standardiser les approches et des éléments qui ont ressorti. Donc, je vous dirais en conclusion, c'est vraiment l'émergence d'une nouvelle culture de collaboration qu'il faut réussir à faire arriver ensemble. Parce que notre industrie est encore, on va se le dire, trop basée sur le conflit. Depuis longtemps, on est habitué et il faut changer cette culture-là, faire en sorte qu'on se fasse confiance davantage. C'est un des éléments qui est ressorti beaucoup dans nos discussions. Il faut rétablir, il faut renforcer la confiance entre les donneurs d'ouvrages et les entreprises privées et faire en sorte qu'on puisse réaliser ensemble la véritable collaboration. Il y a un grand sage que je nommerai pas qui est dans la salle qui dit que la confiance, c'est l'âme de la collaboration.
Si on ne se fait pas confiance, on ne pourra jamais collaborer. Donc, c'est très important, faire en sorte qu'ensemble, on puisse réussir à faire cette transformation numérique-là. Bien, je vous remercie. Merci. Je suis impressionné, Jean-François, vraiment livré, bravo. Peut-être la prochaine étape. Donc, Martin Lafleur, directeur général du groupe BIM du Québec. Le groupe BIM, c'est, d'abord et avant tout un partenaire de première heure pour la réalisation de la feuille de route gouvernementale pour le BIM. On travaille avec l'IGN en support avec le comité de direction de la feuille de route. Nous sommes, groupe BIM du Québec, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est la plus importante communauté BIM au Québec depuis maintenant 14 ans. 300 membres, soixantaine de partenaires industriels. Notre objectif, c'est de soutenir et promouvoir l'adoption du numérique et également du BIM, bien sûr, à travers l'industrie de la construction au Québec. Nous sommes co-responsables avec l'Institut de gouvernance numérique pour la réalisation de l'IQC 4.0. C'est un vaste chantier. Aujourd'hui, on a réalisé plus de 300 diagnostics, donc des entreprises qui ont aujourd'hui un plan de déploiement du BIM à l'intérieur de leur organisation, de toute taille confondue, et également des financements pour les aider à leur accompagnement stratégique ou à la formation dans leur implantation du BIM à l'intérieur de leur organisation. Enfin, c'est ça pour ce qui est spécifiquement pour la feuille de route gouvernementale, on s'occupe des groupes de travail de la feuille de route, des groupes de travail de l'industrie. L'objectif était, naturellement, la feuille de route gouvernementale est un objectif fixé par les donneurs d'ouvrages publics, mais il se veut se faire en collaboration aussi avec l'industrie. C'est bien important que les deux côtés, l'offre et la demande, évoluent à la même vitesse. Donc, les groupes de travail, c'est une initiative mobilisatrice entre les donneurs d'ouvrages publics, naturellement, et les représentants de l'industrie qui sont identifiés, qui sont mandatés, si on veut, par les principales associations professionnelles dans le secteur de la construction. Vous les voyez ici. Les associations, les ordres professionnels également, les maisons d'enseignement, qui nous ont tous dédié des représentants de leurs associations, des représentants industriels, à venir participer, à échanger leurs connaissances au sein des groupes de travail. Donc, les groupes de travail, il y a 5 groupes qui planchent déjà depuis 2 ans sur différentes thématiques. Donc, entre autres, développer une terminologie commune au Québec des concepts BIM, la classification des données, l'analyse de l'offre de formation qui existe présentement au Québec et quelle est l'adéquation avec les besoins pour l'industrie du Québec, de la construction, en matière d'implantation du BIM. Le BIM également pour le secteur manufacturier, nos manufacturiers du secteur de la construction, on y a pensé, et également le BIM, mais dans le cadre particulier d'une PME, parce que je vous ai parlé tout à l'heure des 300 diagnostics qu'on a réalisés, 80%, c'est des entreprises de 5 employés et moins. Donc, c'est un enjeu qui est très, très spécifique. Donc, c'est une énorme mobilisation. La misère à changer mes mobilisations qui recoupe aujourd'hui 150 collaborateurs qui contribuent là, chacun des chantiers, des groupes de travail. Une cinquantaine de séances de travail depuis 2 ans. Donc, il y a plusieurs rencontres, beaucoup de travail qui se réalise. L'objectif, c'est pour écouter l'expertise et les préoccupations de l'industrie, pour cartographier aussi l'état de la situation aujourd'hui où on en est rendu dans l'adoption du BIM au niveau de l'industrie, pour harmoniser les processus et pour bâtir des passerelles entre les silos, des silonniers, là, je ne me souviens plus le nom exactement, les silos traditionnels des parties prenantes. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Alors, merci beaucoup, Martin. Désiloté. C'est pas grave. On t'en tient pas rigueur, vu que ce mot-là n'existait pas, avant que le ministre prenne la parole.